tout le monde, j'ai pas mis mon micro. Ça, Voilà. t'es pas en direct, hein? Elle n'y est pas. Hein? Alors, T'es sûr? on va se caler tous ensemble. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, apparemment. Ah, ça y est, oui. Alors, Bonjour, tout le monde. bonjour, bonjour. Salut, salut. Alors, on va faire des tests tous ensemble avant de démarrer ce live. Bienvenue chez nous, bienvenue sur la chaîne Société Supraconsciente pour le live qui va démarrer incessamment sous peu dès que moi j'aurai le retour sur mon téléphone. Alors attends, je repars, je reviens. Ça s'en va et ça revient. C'est bon, image et son. C'est bon, image et son. Ouais. Bon. Merci du retour. Alors, en direct, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, ça y est, je vous vois tous. Ça y est, ça y est. Hop. Jardin lumineux, ça marche. Hello, hello, hello tout le monde. Salut, salut. Alors, vous le savez, la chose importante à faire, le like, hein, s'il vous plaît, qui va correspondre à chacune de vos visites. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Société Supraconsciente. Voilà. Les questions, on va essayer de faire au mieux jusqu'à 23h. On est en votre compagnie. Mettez bien la lettre Q. Pour savoir que c'est une question. On va arrêter de répondre définitivement aux questions qui ont déjà été posées dans les lives précédents. Et si on n'y répond pas, c'est que soit vous avez les réponses dans les lives précédents, soit tout simplement dans les vidéos qu'a déjà fait Jean-Paul, vous avez les réponses. Voilà. Ça permet en fait d'avancer un petit peu plus vite parce que des fois on a une heure et demie de retard sur les questions. Voilà. Donc on va essayer de faire au mieux et j'espère que vous comprendrez et j'en suis certaine que vous comprendrez. Voilà. Et surtout, formulez bien les questions qu'on comprenne Oui, bien. oui, formulez bien, ouais. Mettez bien la lettre Q et mettez des questions, c'est le plus court possible parce que plus c'est long et s'il y a plusieurs questions dans une, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc bonsoir Jean-Paul, rebonsoir. Bonsoir Alexandra, bonsoir tout le monde. Clément qui est derrière à la technique et il est toujours là, il lâche pas le, voilà, il lâche pas le morceau. Et ben c'est parti, il y a des questions qui commencent, alors il va falloir que je commence à les lire. Il faut que je vois la lettre 1. Alors, la question de Jardin lumineux. Comment être vraiment utile dans cette bataille contre les hyperconscients, amalécites, pédophiles, sataniques, j'en passe et des meilleurs? En atteignant l'éveil, je le répète dans plusieurs vidéos et je l'explique même sur des publications pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook. Je préconise que l'éveil, moi. Alors tiens, je fais une parenthèse, je m'amuse des fois à prendre des affiches de films et récemment, pour faire de la pub pour la chaîne Société Supraconsciente. Et récemment, j'ai pris des affiches de Star Wars et où il y avait marqué Join the Rebellion. Mais c'est un film, je n'appelle pas les gens à se rebeller. Je suis pas comme ça. Join the Rebellion, c'est moi j'invite les gens justement à activer leur 4e creuset, à atteindre l'éveil. Alors les plus pugnaces atteindront Turiya, l'éveil partiel à 6 Hz. Et parmi ces gens pugnaces, certains atteindront le samadhi à 1 Hz, l'anstase mystique. Donc c'est ça pour moi quand je dis aux gens join the rebellion comme dans Star Wars, c'est pas, j'invite pas les gens à descendre dans la rue à faire la guerre. Non, j'invite les gens à s'éveiller, c'est tout. Une question de Jigoro Lekeno. À quand une vidéo sur le chemin de Shamatha? C'est Sha, je pense, puisque c'est S-H-A. Je ne connais pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas tout. Ouais. Il suffit que je n'ai pas étudié ce sujet pour que je ne le connaisse pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas de quoi tu me parles là. Donc voilà, donc peut-être reformuler la question. Chintamani, peut-être tu parles, le 4e creuset chez les Tibétains. Ou je ne sais pas de quoi tu parles en fait. Ah, alors, je pense qu'il y avait une petite faute d'orthographe. Qu'est-ce que la maladie psy d'un point de vue de supraconscient et est-ce que le fait d'atteindre la supraconscience peut nous guérir de nos problèmes psy? Alors, je vais te l'expliquer du mieux que je peux. La plupart des atteintes psychiques sont liées au système limbique. Pour assainir son système limbique, il y a une méthode qui s'appelle la vacuité cérébrale. Ça chasse les névroses, les psychoses, les frustrations, les jalousies,
la haine, les peurs enfouies. Donc, si tu me demandes si tu as ce type d'atteinte, si tu me dis j'ai des névroses, j'ai des psychoses, oui, ça te fera du bien. Mais si c'est vraiment une maladie psychique neurologique, plutôt par exemple l'autisme Asperger ou la schizophrénie ou d'autres maladies, je ne sais pas, je ne peux pas te dire parce que je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas spécialisé, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Je pense que ça doit faire plus de bien que de mal quand même d'atteindre la supraconscience et de méditer profondément. Ça doit faire quand même plus de bien que de mal. Ce qu'il y a aussi, c'est que certaines atteintes psychiques bloquent l'accès aux états modifiés de conscience. Un gars qui est très atteint par la schizophrénie, tu comprends bien que tu ne pourras pas l'asseoir sur un tapis de méditation et lui faire atteindre la supraconscience ou l'instase mystique parce qu'il sera trop agité. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. La plupart du temps, de mon point de vue moi taoïste, la plupart du temps les atteintes psychiques sont liées au kuei, c'est-à-dire cette cristallisation psychique, ces cristallisations qui entrent en fermentation dans la psyché au niveau du système limbique et parfois du système reptilien. Une question de Nicolas. Peux-tu nous en dire plus sur les flammes jumelles, un rapport avec notre dyade? Oui, c'est ça, les flammes jumelles, c'est synonyme des dyades taoïstes, c'est pareil. On a tous, pas une, hein, on peut avoir plusieurs dyades, c'est des affinités par famille merkabique. Il y a 72 modèles différents de Tianlong dans l'univers, de véhicules célestes, de Merkaba différentes, il y a 72 modèles différents. Alors ces 72 modèles, ils sont cryptés par exemple dans le Coran, les 72 djinns. Dans la Kabbale juive, c'est les 72 archanges de la Kabbale. C'est dans la psychanalyse, ça va désigner 72 archétypes, 72 caractères différents. Et donc ça a été cartographié pratiquement par toutes les religions. Et c'était quoi la question, pardon? La question c'était, peux-tu nous en dire plus sur les flammes jumelles et un rapport voilà. avec notre et les dyade? dyades, eh ben, c'est par famille. Parmi les 72 Tianlong différents, tu peux considérer que tous ceux qui appartiennent à ta famille de Tianlong, c'est tes dyades. Tu peux avoir des dyades en amitié, tu peux avoir des dyades amoureuses. Après, c'est vrai qu'il y a une dyade, c'est une dyade un peu particulière, c'est ta dyade sacrée, c'est ce que là tu appelles les flammes jumelles. Et de temps en temps, d'incarnation en incarnation, avec les relations de cause à effet, font que vous vous retrouvez. De toutes les manières, les dyades, dans le samsara, elles n'arrêtent pas de se perdre, de se retrouver. Une question de Lolo Marquets. Notre monde est semi-holographique. Alors peut-on créer par la pensée notre propre réalité? Alors oui, le monde dans lequel on vit est semi-holographique. Pourquoi? Parce qu'au niveau subatomique, il n'y a rien de tangible. L'énergie est insubstantielle. E égale MC2 explique que la matière est faite en fait d'énergie au niveau subatomique. Et est-ce qu'on peut reconfigurer sa réalité? Oui, il est supraconscient. Je l'ai dit dans plein de vidéos. Ce n'est pas à la portée de l'humain lambda parce que la syntonisation karmique s'opère en état modifié de conscience. Et l'humain lambda, au quotidien, il n'est pas en état modifié de conscience, il est dans des ondes bêta, on appelle ça entre 25 et 30 Hz. Le soir, il ne médite pas particulièrement, après il va se coucher, donc il n'a pas le terreau fertile à la syntonisation karmique. Par contre, oui, les supraconscients peuvent modifier, mais attention, hein, on ne peut pas modifier le karma collectif. On ne peut modifier par la syntonisation karmique uniquement son karma individuel. J'en parle dans plusieurs vidéos. Une question d'Eva. Être Asperger peut-il être la conséquence d'une vie précédente supraconsciente? Ben ça, si tu t'intéresses à ça, si tu es Asperger, il y a un docteur spécialisé actuellement dans l'autisme, il a une renommée internationale, c'est le docteur Tony Attwood, c'est un Anglais, c'est un Londonien, maintenant il vit en Australie. Enfin, il fait un peu le tour du monde et il cartographie tous les autistes Asperger dans plein de centres un peu partout dans le monde. Et lui, il a fait une thèse, alors qu'il n'est pas autiste Asperger, il est neurotypique. Il a fait une thèse en disant que tous les autistes Asperger ont un terrain propice à l'enstase, à la supraconscience. Donc lui fait un lien entre l'éveil, entre l'illumination et l'autisme Asperger. Voilà, alors si ça t'intéresse, tu tapes Tony Attwood, ça s'écrit A-2-T-W-O-O-D. Une question de Belforêt. Au moment du date, rencontre-t-on une entité, un gardien?
Là, il y a des choses que je dévoilerai un peu quand on en sera au noyau de l'initiation, mais bien avancé. Là, on en est tout juste au début du noyau et oui, il se passe des choses à Da'at. J'en parle souvent. C'est un anéantissement de psyché. C'est à 4 Hz. C'est-à-dire quand tu rentres dans la phase luminique, dans le canal pranique, entre 6 Hz et 4 Hz, ta psyché va accélérer sur le canal pranique, ce qui est appelé le tunnel de lumière dans les EMI. Et là, à 4 Hz, alors que tu es baigné dans un univers luminescent, agréable, d'un coup, à 4 Hz, il y a tout qui stoppe. Plus de son, plus d'image, puis pas bien, t'es mal, tu ressens vraiment quelque chose, un vide, c'est très désagréable, Da'at. Et j'en parlerai un petit peu plus en détail quand on sera avancé dans l'initiation. Ouais, il se passe des choses, bien sûr, Da'at. Ça fait peur, il faut le vaincre. Hein. C'est le dernier écueil avant l'illumination. Dans le bouddhisme, c'est symbolisé par Mara, par le dieu de la mort. Le combat, pour ceux qui ont vu Little Buddha, quand Siddhartha Gautama combat Mara, c'est le passage de Da'at. Il faut le vaincre, la mort. Quand tu arrives à 4 Hz, tous les méditants, surtout la première fois, pensent qu'ils meurent, qu'ils ont atteint le point de non-retour. Ils se disent, là, je suis allé trop loin dans l'expérience, ça y est, je suis en train de mourir. Donc 9 fois sur 10, ou 99 fois sur 100, les méditants qui arrivent jusqu'aux 4 Hz se réincorporent. Ils cessent l'expérience immédiatement parce qu'ils prennent la trouille de leur vie. Et la plupart du temps, ils n'y retournent pas parce que ça leur a fait trop peur. Donc je ne vais pas te dire que c'est facile, Da'at. C'est un écueil à passer. Il faut être dans l'abandon, dans le lâcher-prise, et puis il faut être dans une prédisposition cérébrale très particulière, d'être prêt à donner ta vie, parce que tu crois vraiment que tu meurs. Donc j'en parlerai plus profondément un peu plus tard, on va y aller étape par étape. Une question de Philippe. Comment interpréter le Yi-King précisément pour qu'il nous donne une date particulière, par exemple, alors que la description des hexagrammes reste très généraliste? Parce que tu n'as pas le Hagakure, tu n'as pas ce que les juifs kabbalistes appellent le Sod, qui est une faculté supranormale qui appartient au Pardes. Donc dans la Kabbale juive, il y a plusieurs niveaux, il y a 4 niveaux de compréhension. Et le Sod, c'est la faculté supranormale que l'on récupère quand on fait une anstase mystique. C'est la faculté de décrypter tous les textes. Donc moi, je fais partie de ceux qui lisent le Yi-King comme si c'était moi qui l'avais écrit, ou qui lisent la Kabbale juive, le Sefer Yetzira, ou le Zohar, ou le Massé Bereshit, ou le Massé Merkaba, comme si c'était moi qui l'avais écrit. Parce que la supraconscience est consensuelle et universelle. Donc une fois que tu as vécu le phénomène, tu sais le cartographier, tu sais le détecter dans tous les textes, même si c'est crypté. C'était quoi la question? La question, c'était du coup, pouvons-nous comment on le syntoniser sait? avec elle? Alors, je vais te dévoiler un Hagakure qui circule pas en Europe, qui est connu en Asie. C'est Emma Okwei. Emma Okwei, c'est une date qui correspond à l'arrivée de ce qui s'appelle chez nous en Occident l'Antéchrist. Emma Okwei est accompagné de 2 dans le Yi-King. C'est une suite de 4 2. Ça te donne 2222. C'est l'arrivée pour les taoïstes d'Emma Okwei sur la planète. Alors comment tu peux le décrypter ça, quand tu as la faculté supranormale de décrypter le sens profond des Écritures? Quand tu fais des tirages du Yi-King, il ne va pas parler pareil à un supraconscient qui est en syntonisation avec l'émanation de la substance divine qu'avec un profane qui fait ça pour s'amuser. Parce que si tu fais un tirage du Yi-King sans être en état modifié de conscience, si minimum tu n'es pas en phase céleste, à peu près à 9 Hz, ce que les juifs kabbalistes appellent la sphère de conscience Yesod, ben, tu feras parler ni des lames du tarot, ni des tirages du Yi-King. Donc c'est un peu un amusement pour les profanes, le Yi-King. Ils parlent sans rien dire, c'est une manière d'apprendre un peu le taoïsme. Mais pour vraiment faire parler le Yi-King, il faut être en syntonisation. Il faut mettre en résonance ton esprit et ton âme avec le Yuan-Ki, avec l'émanation de la substance divine. Et là, tu verras que le Yi-King, le Tao Te Ching, le Chuang-Tzu, tous les livres liés au Li-Zi, tous les livres, la voie de la fleur d'or, tout ce qui est lié au taoïsme a une lecture profonde que tu ne maîtrises pas encore. Alors, dans le Yi-King, 2, c'est Enma Okwei, c'est l'Antéchrist, 2222. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la Kabbale juive, l'Antéchrist arrivera en l'an 6000. L'an 6000, ça fait 2243. Donc si on se réfère aux taoïstes et aux juifs kabbalistes, on a la date de début du conflit mondial et la date de fin, 2222, 2243. Et je te garantis que c'est ça, parce que quand tu fais des projections temporelles,
quand tu as accès aux états modifiés de conscience. Tu vois que ça se passe vraiment dans le futur, quoi. Tu vois, tu comprends, moi je comprends que c'est vraiment avancé dans le temps. J'ai pas de repère temporel quand je fais une projection. J'ai pas une montre qui m'indique exactement où je suis. Il faut que je prenne des repères visuels, que je regarde qu'est-ce qui se passe. Mais je comprends que c'est là que ça va se passer. On a la date de début et de fin si on se réfère aux ésotéristes taoïstes et juifs kabbalistes. Et je te garantis que c'était des conducteurs. Dans le taoïsme, les gens qui ont écrit tous ces ouvrages, c'était des dragonniers, des conducteurs de Tianlong, c'était des Fenghuang, des phénix, c'était des conducteurs de chars célestes, comme les Yordei Merkaba dans la Kabbale juive. Ce sont des gens qui ont une très grande maîtrise de la supraconscience et de l'enstase mystique. Donc voilà, quand les dates sont annoncées comme ça dans des ouvrages ésotériques et que toi, quand tu fais une projection de conscience, tu arrives à comprendre qu'effectivement ça se passe à peu près dans 2 siècles, tu te dis, ben, ça corrobore ce que je vois. Une question de Najim. Est-ce vraiment dangereux d'essayer la respiration inversée? Bah, c'est pas dangereux dans le fait que tu vas pas mourir, mais tu peux faire un évanouissement. C'est-à-dire la respiration inversée si tu n'as pas l'habitude et que tu forces trop en plus, que tu creuses trop, que tu forces trop, que tu ne sais pas trop bien placer ton diaphragme, tu peux perdre connaissance. C'est un peu embêtant, c'est pour ça qu'au début, il faut le faire avec une personne. Se met face à toi, vous vous mettez sur le tapis de méditation, et puis si tu vois que tu as la tête, que tu as un étourdissement ou que tu fais une syncope, ben, il y aura quelqu'un pour s'occuper de toi. Après, on n'en meurt pas, mais il vaut mieux déjà bien contrôler la respiration abdominale, claviculaire, intercostale. Il faut bien déjà travailler la respiration normale, comme au yoga. Et après, quand tu es un peu aguerri, tu passeras à la respiration inversée taoïste. C'est lié au Neidan, la respiration taoïste, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus efficace. Tu peux comprimer ta phase hypnagogique et tu arrives très très facilement à 9 Hz en phase céleste. Alors, j'ai une question de Changeons le Monde. Peux-tu nous révéler la souche mystique de la rencontre entre Moïse et... Alors, je ne sais pas si tu arrives à lire, mais il n'y a pas de voyelle. Ah oui, mais mon collègue Moïse, déjà, est-ce que tu sais qui est Moïse? Si tu sais qui est Moïse, réellement, moi je veux bien t'expliquer quelle est la rencontre entre Moïse et Yahweh, parce que tu me parles de Yahweh. Ouais, c'est le tétragramme, c'est les initiales de Dieu, ça veut dire j'ai été, je suis, je serai. C'est pour dire l'éternel. Donc je peux t'en parler, mais il faut que tu saches que Moïse, je suis désolé de te faire de la peine si tu es juif, mais Moïse est un personnage composite qui n'a jamais existé. C'est la fusion mystique de Pharaon de la 18e dynastie. C'est un condensé de Ahmosis Ier, le fondateur de la 18e dynastie, de Thoutmôsis III et de Aménophis IV, surnommé Akhenaton. Donc la fusion de ces 3 pharaons, des mages pharaons, c'était des Shemsuor, la fusion de ces 3 mages pharaons va donner le personnage mythique, composite, de Moïse. Mais là, si tu me reposes la question en disant quel est le lien entre ces mages pharaons et le hak, parce que là on parle du hak, l'émanation de la substance divine, là si tu veux je t'explique. Mais si tu me demandes avec Moïse, j'ai rien à te dire. Moïse est une allégorie, comme les Shemsuor et les scribes et les grands prêtres du temple d'Amon ont compté parmi leurs rangs des sémitiques, donc des Ibris, les ancêtres des Hébreux. La tradition du culte raosiriaque de l'Énéade de Thèbes a transmigré dans le Sefer Yetzira, dans le Zohar, dans la mystique profonde juive. Donc si tu arrives à comprendre ça, à partir de là, on pourra discuter. Justement, mais toujours changeons le monde. Y a-t-il une signification particulière derrière chaque polyèdre de la géométrie sacrée des Merkaba? Et les cubes, par exemple, sont-ils plus importants que des dodécaèdres ou des icosaèdres? Non, il n'y a pas une question d'importance. C'est lié à l'effet Chladni, on appelle ça. Si tu prends une enceinte, que tu poses une plaque sombre, que tu mets du sable dessus, du sable de plage, du sable fin, que tu mets de la musique, tu vas voir, ça va dessiner des formes géométriques. On appelle ça un effet Chladni. C'est vibratoire. C'est ce qui se passe avec les véhicules célestes. Ça génère, par effet Chladni électromagnétique, des formes par convergence. Les ondes, quand elles vont converger, ça va faire des surfaces planes, éthériques. C'est selon la fréquence vibratoire de ton véhicule céleste, c'est-à-dire au plus il va tourner vite, il va changer de fréquence vibratoire, ben, l'effet Chladni va être différent.
tu vas générer parfois un icosaèdre, un dodécaèdre, un octaèdre. C'est vrai qu'à 1 Hz, dressé sur un cube contrarotatif, c'est un cube. Et comme le cube contient tous les polyèdres, tous les solides de Platon, comme le cube contient tous les polyèdres réguliers, par effet Gigogne, donc tout est dans tout. C'est évolutif selon la vibration, selon la fréquence vibratoire. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, parce qu'en fait, quand tu arrives à Keter, à l'anstase, ce cube dressé sur une pointe, il contient tous les autres polyèdres, comme un métatron. Donc, quelle société, c'est toujours Changeons le monde, très riche en questions, quelles sociétés transmettent les connaissances que tu transmets sur la chaîne? Et les francs-maçons le font-ils systématiquement? Les francs-maçons connaissent ce que je dis, mais attention, les vrais francs-maçons, pas les loges fantoches. Il faut savoir que des vraies loges, en Occident, il n'y en a pas des milliers, des vraies loges, c'est rare, avec des vrais kadosh et des vrais chevaliers Rose-Croix, donc 18e degré et 30e degré. Et après, tous les autres grades, on appelle ça des grades administratifs, c'est des grades fantoches. Et 99% des loges en Occident sont des loges fantoches, des loges bleues, qui ne contiennent que des apprentis compagnons et des maîtres. Donc non, eux, ils ne savent pas. Mais si tu vas dans une vraie loge, un jour que tu intègres une vraie loge maçonnique et que tu vas faire vraiment des chevaliers Rose-Croix et des kadosh, ils parleront exactement comme je parle. Ils te dévoileront ce qui est contenu en fait dans toutes les doctrines à haute intensité spirituelle. Donc taoïsme, hindouisme, bouddhisme, kabbale juive, soufisme, culte osiriaque, doctrine zen, puis quelques voies un peu secondaires, un peu plus ardues comme le Vajrayana. Le Vajrayana, en fait, c'est pareil que les autres voies, mais elle n'est pas dépolluée de l'hypnagogie. Ils ont inclus l'hypnagogie dans l'initiation, alors que moi, j'en fais abstraction. Une question de numéro 6. Les Rosicruciens aussi, mais les hauts grades. Les Martinistes aussi, mais les hauts grades. On parle toujours de hauts grades. 99% de la franc-maçonnerie est composée par des Scooby-Doo, il faut le dire. Alors, tu nous as dit que l'on peut modifier le futur. Peut-on modifier le passé? Et si oui, modifie-t-on le présent par la même occasion? Oui, on peut s'amuser à jongler avec le temps parce que l'émanation de la substance divine est actionique. Elle se véhicule vers le futur, mais vers le passé aussi. Donc, oui, tu peux faire ce qu'on appelle la syntonisation karmique. Tu peux remodeler. Ça va au-delà de changer le passé ou le futur. Tu remodèles carrément ta réalité au présent. C'est une syntonisation karmique. Il faut faire attention. Hein. Les alchimistes de haut vol savent le faire, mais il ne faut pas aller trop loin. Donc, tu n'as pas besoin de modifier. Ça, c'est un peu des théories foireuses qui ont été un peu lancées par le New Age. Tu n'as pas besoin d'aller modifier ton passé ou quoi que ce soit. La syntonisation karmique te permet de remodéliser, reconfigurer ton présent. Attention, hein, les supraconscients de haut niveau, les maîtres de Qigong, les kabbalistes de la sphère Chayar Keter, les yogis de très haut niveau, l'humain lambda ne reconfigurera jamais sa réalité. Hein. La syntonisation karmique, c'est une faculté supranormale qui est hors de portée du champ de conscience de l'humain lambda. Il y a une question, une question de Xavier. Comment atteindre l'éveil? Je suis assidu, mais je n'y arrive pas malgré lecture, vidéo, envie. Ne mentalise pas l'expérience. C'est une question de foi. C'est une discipline qui est quasi religieuse. On ne s'assoit pas pour atteindre l'éveil. C'est pas ça la démarche. On s'assoit pour communier. C'est yoga. Yoga, ça veut dire faire la jonction avec le prana, avec l'essence divine. On ne s'assoit pas pour atteindre l'illumination ou des siddhis ou quoi que ce soit. Assis-toi et fais yoga. Fais ta communion avec l'émanation de la substance divine. Si tu vas vers elle, elle viendra vers toi. Et vous allez vous retrouver à mi-route. Elle fera la moitié du chemin et tu feras la moitié du chemin. Mais ne vise pas, ne mentalise pas cette expérience. Ne vise pas l'illumination, ne vise pas les siddhis. Mentalise, si tu dois mentaliser une seule chose, c'est la communion avec l'émanation de la substance divine. Ah, elle va avoir froid, Alexandra. Non, vas-y, moi j'ai prévu. Ah. Voilà pourquoi il y a tout ça sur il y a tout ce qu'il faut. Une question
Non, j'allais dire quelque chose. J'allais dire justement, on nous regarde du Québec ce soir. Bonjour Donc, le Québec, j'ai beaucoup d'amis au Québec. Voilà, c'est Salut Joe Montréal. T qui nous regarde au Québec. Donc, merci. J'espère que Joe T a bien mis son like en bas à droite de la vidéo. Je crois que c'est ça, c'est en bas, enfin oui, en bas à droite. Le petit pouce là, vous le mettez, vous cliquez sur le petit pouce. Et puis j'espère que voilà, vous vous êtes tous abonnés. Vous êtes 270 actuellement sur le live. Merci d'être présents aussi nombreux. Et continuez, hein, parlez-en et soyez au rendez-vous. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas, mettez votre petit pouce. Une autre question donc de Xavier qui dit alors je vais mal le prononcer, tu veux bien regarder? Parce que je vais mal le prononcer. Svastika. Ok. Est une représentation plane de la Merkaba? Ouais, mais tu dois le lire en quadridimensionnel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 4 branches. Ça représente hauteur, longueur, largeur et le facteur temps. Une svastika représente en fait l'équivalent d'un tesseract ou d'un hypercube. Alors il y en a deux, il y a l'évogire et la dextrogire. Il y en a une qui tourne à gauche et l'autre qui tourne à droite. Et en fait, pour représenter vraiment, si tu voudrais représenter un tesseract ou un hypercube, il faudrait les montrer en contre-rotation. Il faudrait les montrer une tournant dans un sens et l'autre dans l'autre. Et là, tu aurais vraiment ce qu'on peut imaginer en 2D, comment représenter un véhicule céleste. Quelque chose qui m'a fait rire. Attends, pardon. La question c'était, oui, est-ce que la supraconscience guérit l'épilepsie? C'était quoi l'autre qui fait rire? L'autre qui fait rire, c'est comment un bourdon peut-il voler avec ses petites ailes et son gros corps? Comment un bourdon peut-il voler? Ah, je sais pas, moi je suis pas un spécialiste. Non, c'est pour ça que ça m'a fait rire, mais je ne l'aurais pas posé la question. Mais... Donc la question c'est, est-ce que la supraconscience guérit l'épilepsie? Je viens de répondre tout à l'heure, oui, voilà. Les atteintes neurologiques, je ne suis pas assez spécialisé, et puis je ne suis pas un médecin, je ne peux pas donner des conseils ou expliquer quelque chose que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Je pense quand même que ça doit faire plus de bien que de mal. Voilà, je réponds tout à l'heure, on me pose une question sur la schizophrénie. Là, sur l'épilepsie, je pense que rentrer dans des séquences de méditation profonde et s'apaiser, nettoyer son système limbique, ça fait plus de bien que de mal. Maintenant, de là à dire que ça guérit l'épilepsie, je ne sais pas, je ne suis pas neurologue. Est-ce que c'est le cube métatronique qui choisit la forme des êtres vivants sur Terre, demande Théo. Alors, c'est par rapport un peu à ce qu'il trouve. C'est-à-dire, si tu veux comprendre un peu comment ça fonctionne, quand une planète tellurique est viabilisée, quand un métatron choisit dans son barycentre de créer une planète et qu'il y a de l'eau liquide, c'est-à-dire pas sous forme de glace ou pas sous forme de vapeur d'eau. Donc quand il y a de l'eau liquide en quantité, quand il y a de l'azote, de l'oxygène, tout ce qu'il faut pour donner la vie, quoi. Là, il y a l'antéversus dépêche des micro-Merkaba. Le royaume de l'émanation de la substance divine envoie des véhicules célestes qui sont tout petits, qui font quelques microns, et qui créent des êtres à un creuset instinctif. Et ensuite, avec l'évolution, petit à petit, il va y avoir par exemple des êtres à 2 creusets, comme les insectes. Ils ont 2 creusets, c'est le creuset analytique et le creuset instinctif. Les insectes n'ont pas de creuset émotionnel. Ensuite, avec ce qu'ils trouvent, avec les acides aminés, des chaînes carbonées, avec tout ce que la planète va commencer à offrir, ils vont commencer à créer des êtres organiques, des végétaux. Les végétaux n'ont qu'un seul creuset aussi, ils ont un creuset émotionnel. Les plantes ressentent. Ensuite, ils vont créer des êtres organiques. Alors, il va y avoir des êtres à 3 creusets, donc instinctifs, émotionnels, analytiques. Et en bout d'évolution, dans cette course entre êtres à 3 creusets, il y a une race qui va atteindre le 4e creuset sur la planète Terre, c'est Sapiens sapiens. Nous, on a atteint le 4e creuset il y a à peu près 17, 18, 19 000 ans, au paléolithique supérieur. Mais voilà, c'est une évolution. Il ne faut pas croire que les véhicules célestes arrivent directement sur une planète et créent des êtres à 4 creusets. Ça démarre à 1 creuset. Même la vie éthérique, on est le résultat, notre vie organique est le résultat d'une vie éthérique qui dépasse notre éventail de perception et notre champ de conscience. Mais comment t'expliquer? On est la répercussion de cette vie éthérique qui a un processus d'évolution pareil que nous. Cette vie qui dépasse notre champ de conscience, elle évolue aussi. Les véhicules célestes évoluent. D'ailleurs, nos Merkaba à 4 creusets, donc
quand on aura pleinement activé notre quatrième creuset métaphysique, les humains, on est voué à devenir petit à petit des Métatrons, des êtres à 5 creusets. Dans notre évolution, un jour, on sera complètement éthérisé et on développera le 5e creuset divin. On comprendra les plans de Dieu, alors que maintenant, c'est impossible. Un être à 4 creusets, même en stase mystique, ne peut pas comprendre les plans de Dieu. On ne sait pas pourquoi l'univers a été créé, pourquoi l'émanation de la substance divine crée des espaces-temps qui abritent la vie, on ne sait pas. Une question de Brahman qui dit quand tu vois ta Merkaba c'est avec tes yeux physiques ou c'est une image mentale comme dans les rêves ou l'imagination? Non, c'est pas tes yeux, mon ami, c'est ta glande pinéale. Tu passes dans un autre mode de perception. Tes yeux organiques n'ont plus rien à voir là-dedans. Tu ne vois plus ni avec ta rétine, ni avec ton nerf optique, ni avec ton lobe occipital, celui qui modélise les images. C'est autre chose, c'est un autre mode de vision. C'est une vision avec la glande pinéale. D'abord, c'est une vision tomographique. C'est une vision où tu vas voir à l'intérieur des objets, tu vas pouvoir zoomer. Et surtout, c'est une vision tous azimuts. C'est-à-dire, tu vas voir en haut, en bas, il faut s'y habituer, il faut reprogrammer ta psyché, il faut reprogrammer toutes tes liaisons neuronales pour t'habituer à ce nouveau mode de perception. Parce qu'en dessous de 6 Hz, là, tu passes en mode supracognitif, donc tu vas modéliser l'environnement éthérique. En dessous de 3 Hz, tu passes en mode tachyonique, là, tu vas visualiser le monde infrascopique. Mais il ne faut pas croire que c'est visuellement comme avec ta rétine, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'as pas un champ périphérique à 180 degrés, tu n'y vois pas avec... ça n'imprime rien sur ta rétine. C'est ta glande pinéale qui va faire le travail. Alors, une question de Lolo Marquette qui dit « Confirmes-tu la théorie des cordes et peux-tu nous en parler et développer un petit peu ?» Là, la théorie des cordes, Lolo, ça relève du noyau de l'initiation. Si je commence à dévoiler des choses maintenant, parce qu'il y a des choses que je vais confirmer sur la théorie des cordes, et il y a des choses, je vais le réfuter. Et dans plein de théories, quand on arrivera dans le noyau, ça va beaucoup parler de la configuration de l'univers, et ça va aussi beaucoup parler de la conscience, c'est-à-dire de la manière dont on perçoit l'univers. Et tu vas t'apercevoir quand on arrive dans le noyau qu'en fait on a une réalité restreinte. C'est-à-dire on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. Pour voir les choses telles qu'elles sont réellement dans leur entièreté, des infrarouges aux ultraviolets, le monde éthérique, le monde tachyonique, tu vas voir qu'en fait, quand tu reviens dans notre réalité, tu te dis, mince, on est bridé. Notre champ de conscience ne nous permet pas d'appréhender la réalité telle qu'elle est réellement. Et tu verras qu'il y a des astrophysiciens qui ont touché, effleurer la vérité, je vais les nommer dans l'initiation et je vais développer leur concept, et tu verras qu'il y en a d'autres qui se sont complètement trompés. On parlera de la nature des trous noirs, on parlera de la nature des soleils, on parlera, j'ai un peu évoqué la dernière fois, la systole-diastole entre les trous noirs et les soleils. Tu verras que quand on abordera le subatomique et l'univers tachyonique, tu verras que ça va au-delà de la théorie des cordes, bien au-delà. Alors il y a une question pour toi. Clément. Est-ce que Clément peut nous décrire son expérience du processus la plus poussée ou aboutie? Non, mais est-ce que tu peux... tu as fait quoi? T'as rien fait de... En tant qu'initié, mais pas en tant que supraconscient, parce que Clément n'a jamais déclenché de séquence supraconsciente. Donc il peut, d'ailleurs il est en train d'écrire un livre où il va faire son parcours d'initié, du début jusqu'à la fin, en disant voilà, j'ai rencontré Jean-Paul, voilà, il m'a expliqué le processus, mais il ne peut pas te donner ses sensations, il n'a pas expérimenté. Non. On ne désespère pas, il y a toute une vie. Voilà, bien sûr, il y a toute une vie pour expérimenter. Il y en a qui déclenchent leur samadhi à 70 ans, 75 ans. Une question de Julien. Par contre, il a maintenant un niveau d'initié. Il a un niveau d'initié, il a un niveau... bien, il a bien assimilé le processus, oui, ça, il a un niveau d'initié. Donc une question de Julien, pourquoi dans le monothéisme on ne parle pas de réincarnation? Ah si, dans le monothéisme on parle de réincarnation, mon ami. Dans l'islam, la réincarnation, si tu vas lire, si tu t'intéresses au soufisme, la réincarnation, même dans les sourates, je ne sais pas si je crois que c'est la 36 ou je ne sais plus laquelle, qui parle justement de la réincarnation.
je ne me rappelle plus, hein, j'ai pas envie de dire une bêtise, hein, mais si tu vas dans le soufisme, la réincarnation est traitée en long, en large et en travers. Et le soufisme est une voie de l'islam, c'est une voie abrahamique. Et ensuite, dans l'islam, c'est le Gilgul Neshamot, donc, dans le judaïsme. Dans le judaïsme, c'est le Gilgul Neshamot, c'est le cycle des réincarnations des Neshamas. Les Neshamas, l'âme qui se réincarne perpétuellement dans des corps. Donc la seule religion monothéiste, abrahamique, qui réfute la réincarnation, c'est le christianisme. Il parle de la résurrection à la fin des temps pour rentrer dans le royaume des cieux, dans la Jérusalem céleste. Mais quand tu sais après ce qu'est la Jérusalem céleste et que tu sais qu'en fait c'est un passage transitoire et que tant que tu n'as pas fait moksha, quand tu n'as pas fait cessation, ben, le samsara est éternel, on revient perpétuellement. Nos véhicules célestes créent des entités organiques perpétuellement. Donc au final, ce sont juste uniquement les chrétiens qui n'ont pas compris le mécanisme cosmique. Parce que la réincarnation est traitée dans le taoïsme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans la kabbale juive, dans la doctrine zen, dans le culte osiriaque. Donc non, c'est juste les chrétiens qui font un blocage avec ça. Il y a Jo, justement, donc le Québec, qui demande: peux-tu nous en dire plus sur la loi de Benford? Non, je ne connais pas. C'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi, là, mon ami. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Je ne peux pas vous aider, moi non plus. Ça, c'est fait. Alors, connais-tu les cubes de pyrite? Ces minéraux se formant en cubes parfaits dans l'argile. Oui, je connais. Et Il n'y a pas que la pyrite qui fait des cubes parfaits ou il y a plein d'autres minéraux. Hein. Donc, sont-ils des sortes de tesseract? Et d'ailleurs, les minéraux possèdent-ils des Merkaba? Oui, je l'ai expliqué tout à l'heure, la planète est métatronique. Donc forcément, quand tu connais l'architecture métatronique, c'est fractal. C'est-à-dire, c'est des cubes qui créent des cubes. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, que l'émeraude fait des géodes hexagonales. Donc il y a l'améthyste où plein de cristaux font des formes icosaédriques, dodécaédriques, parce que cette architecture fractale, cubique, métatronique, elle se répercute de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc, oui, bien entendu que les minéraux sont conscients, puisque la planète est consciente. D'ailleurs, tiens, un des minéraux, le quartz, qui pulse à 60 000 pulsations ou 600 000 pulsations secondes. On peut caler l'heure justement parce que la pulsation du quartz est calée sur le système hexagésimal. Une question de Terry. Peut-on nous libérer du cercle des réincarnations et si oui, comment faire? Je viens de le dire, il faut faire moksha, il faut faire cessation, mais c'est un travail, c'est long. On ne fait pas moksha comme ça. Parce que quand tu fais samadhi, quand tu entres en stase mystique, le yuan ki, l'émanation de la substance divine, te propose, te dit si tu veux, tu fusionnes définitivement dans l'antéversus, tu reviens à l'unicité divine, si tu veux. Et puis, 99 fois sur 100, le méditant, non, il revient parce qu'on a ce qu'on appelle le tsana, on a l'interconnexion avec notre famille dans cette réalité. On est interconnecté, on ne peut pas abandonner comme ça sur un claquement de doigts, surtout que quand tu fais samadhi, tu t'aperçois que c'est définitif. Une fois que tu as fait moksha, tu ne pourras plus revenir dans un univers de cause à effet. Tu auras atteint l'ultima conscience, le mahasamadhi, et quand tu atteins ce niveau, tu ne peux plus revenir dans un univers de cause à effet. Tu fais cessation. Par contre, tu garderas une forme de conscience, mais une forme de conscience divine, cosmique. Tu perds ton unicité. Il y a Thomas qui demande: que penses-tu de la fameuse allégorie de la taverne de Platon? Et a-t-elle une signification? La caverne, c'est pas la taverne, c'est la caverne. Moi, c'est la projection dans la caverne. Il y a le feu, il y a les humains, puis il y a l'ombre. Et puis les humains se font une fausse idée de ce qu'est la réalité. Et puis un jour, il y en a un qui sort, qui va explorer, et puis s'aperçoit que la réalité, ce n'était pas les ombres portées dans la caverne. Donc c'est une allégorie pour dire qu'il y a plusieurs niveaux de perception de réalité. Et d'ailleurs, je l'évoquais il y a 15-20 minutes. Nous, on a une perception restreinte de notre réalité. On ne perçoit pas les ultraviolets, les infrarouges, on ne perçoit pas les infrasons, les ultrasons, on ne perçoit pas le monde éthérique, on ne perçoit pas le monde tachyonique. Donc on a une réalité restreinte. Alors, il y a Jordan qui demande: comment les planètes peuvent-elles exercer des influences très spécifiques? C'est la gravité. La gravité, une des forces fondamentales, le relève de l'émanation de la substance divine.
Et le temps aussi. Tu verras que quand tu fais une instase mystique, tu vas comprendre que le temps, la gravité, certains aspects de l'émanation de la substance divine sont ultra puissants dans notre réalité, ultra puissants. Quelle est la forme d'intelligence d'un cube métatronique, demande Jean. Niveau divin, 5e creuset. Nous, alors pour t'expliquer, nous, actuellement, on a 3 creusets et un creuset non activé, semi-activé. On a pleinement activé, on a instinctif, émotionnel, analytique. Et les humains ont un creuset semi-activé à l'état latent qui leur permet déjà, aux sapiens sapiens, de se poser des questions métaphysiques. Ça, c'est interdit aux animaux. Les animaux ne peuvent pas se poser des questions sur Dieu, l'éternité, le temps. Alors avec ce creuset semi-activé, pour ceux qui font la démarche d'aller vers la supraconscience, ils vont activer pleinement leur creuset et là, ils récupèrent un champ de conscience maximum pour un être à 4 creusets. Mais ce n'est pas le niveau de l'ultima conscience. L'ultima conscience s'acquiert avec le 5e creuset divin. Et quand on sera des cubes métatroniques, ben là, on récupérera cette ultima conscience. Là, pour l'instant, on ne peut récupérer que la supraconscience. Alors, il y a une question de Najim, mais il faut que tu lises. Bon, alors, si le Prakamya... Oui, Siddhi. Prakamya Siddhi permet Voilà. de changer la météo. Ah, c'est toi qui m'as parlé sur Facebook, là, il y a 2 ou 3 jours. Non, c'est pas toi? Ah non, c'est Emma Paty. Tiens, ben, tu me poses la question d'une copine, elle m'a posé la même question. Donc, le projet HARP qui vise à modifier la météo avec la technologie est ridicule. Ouais, c'est ridicule, bien entendu. Il y a des fonctions que la science n'atteindra jamais. La science est inférieure très largement aux facultés de l'émanation de la substance divine. L'émanation de la substance divine est toute puissante dans notre réalité. Tu comprends bien que même le pire des appareils électroniques, le plus perfectionné, n'atteindra jamais le potentiel de Dieu. Alors, donc, changeons le monde toujours. Une question. La planète, être à 5 creusets, utilise-t-elle des creusets instinctifs, émotionnels et analytiques? Oui, ouais. Et Il y a du un coup- alignement mercabique qui est aligné sur les pôles, à peu près, c'est aligné sur les pôles magnétiques. Il y a un alignement mercabique, Elle a divin, métaphysique, analytique, émotionnel et instinctif. Par contre, le fait d'avoir activé son 5e creuset, à ce métatron, notre métatron planétaire, ne croit pas qu'elle pense comme nous. Parce que déjà, quand tu passes en état quand tu génères ta pierre philosophale, ton 4e creuset, quand tu passes en supraconscience et que tu atteins l'instase mystique, le samadhi, tu n'es pas l'être que tu es au quotidien, tu deviens autre chose, tu deviens ton soi divin, tu abandonnes ton moi conscient et tu deviens ton soi divin. Donc c'est hors de portée du champ de conscience d'un supraconscient déjà. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas, mon champ de conscience, même en état de samadhi, je ne peux pas imaginer effleurer ce qu'est le creuset divin. C'est trop loin pour l'instant, ça dépasse notre entendement. Donc elle le pense, mais d'une autre manière. D'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Notre Merkaba peut-elle gérer plusieurs humains, demande Stella Non, Rose. on a une Merkaba par humain. Jojo, peut-on être misanthrope et ne pas aimer son prochain et atteindre l'anstase mystique? Ouais, c'est moi. Si tu me connaissais au quotidien, j'ai un problème avec Sapiens Sapiens. J'ai un problème avec Sapiens Sapiens, surtout Sapiens Sapiens mal. Je m'entends relativement bien avec les femmes, même assez bien avec les femmes, mais c'est vrai que j'ai un gros problème moi avec la polarité positive avec les hommes, j'ai des très gros problèmes. Donc j'ai une forme de misanthropie, je fais un blocage avec Sapiens Sapiens. Et ça ne m'a pas empêché d'atteindre l'instase, ça ne m'a pas empêché non plus de mener ma vie. Je ne joue pas au faux sympathique, je n'essaye pas de me rendre artificiellement sympa, je suis comme je suis. Quand je ferme les yeux, dit Brice, je vois toujours un point lumineux bleu indigo qui tourne à une grande vitesse. Il s'agit de quoi? Je sais pas. Bleu indigo, je sais pas, parce que les tiglés sont plutôt iridescents. Les flocons de force vive consciente sont iridescents. Ils orbitent, c'est vrai, autour de toi, mais il y en a plein. Ça marche par quantum, comme les photons. Donc ça s'agrège, ça fait des flocons tout petits. Hein, les tachyons, c'est encore bien plus petit que les photons. Et
Ça suit des tracés ordonnés parce que ça suit le champ électromagnétique contrarotatif des véhicules célestes. Mais un seul Tigli en plus bleu indigo, je sais pas, je peux pas te dire. Est-ce que c'est pas peut-être un phosphène ou plutôt, tu vois, une persistance rétinienne? Je sais pas. En plus, ça ne peut pas être ta pierre philosophale parce que la pierre philosophale fait la taille à peu près d'une grosse orange, d'un pamplemousse. Elle est iridescente, ça ressemble à de l'opale iridescent, donc je sais pas trop ce que tu me décris. Par contre, parfois, il y a quand tu es en vision tomographique, quand tu es en dessous de 6 Hz, il y a des formes qui apparaissent indigo parce que c'est irisé. Le monde éthérique et tomographique. Donc, est-ce que c'est pas un début d'entrée en phase luminique? Je ne sais pas. Il y a la petite souris du désert qui nous salue Coucou. et qui demande voilà, l'exercice Batriska. Trop poussé m'amène à des évanouissements, mais à petite dose. Cela m'aide à avoir une bonne vacuité cérébrale en méditation. Est-ce dommageable? Ben, attention, si tu fais des syncopes, oui, il faut faire attention. Il ne faut pas rentrer dans les mortifications, je le dis toujours. Une bonne séquence supraconsciente, elle est agréable. On évite l'hypnagogie démoniaque, on est bien dans sa peau et on ne fait pas de syncope. On peut faire une syncope accidentellement parce qu'on fait un exercice poussé de respiration inversée. Mais après, je ne sais pas ta méthode, je ne sais pas si elle est adaptée à ta physiologie, à ta psychologie. Fais attention, ne rentre pas dans les mortifications, ne te fais pas du mal. Une séquence supraconsciente, une méditation profonde, elle doit toujours être agréable. Il ne faut pas pousser ses limites. Quand tu vois que ça ne va pas, si tu sens que tu n'es pas bien, arrête. Et puis tu diffères, tu reprends un peu plus tard. Après, moi, je travaille en dhyana. Et en vacuité cérébrale, je ne sais pas ce que tu appelles, c'est quoi le. J'ai pas entendu. Il faut que je le lise. En Batriska, l'exercice Batriska. Je ne sais même pas c'est quoi, mon ami, donc je ne sais pas. Ne rentre pas dans les mortifications. Travaille en dhyana, en shunyata. Moi, je travaille shunyata, dhyana, concentration exacerbée et vacuité cérébrale. C'est une concentration inversée. Alors, ça requiert le même niveau de concentration qu'une partie d'échec, mais en inversé. C'est-à-dire une partie d'échec, tu montes l'activité neuroélectrique, tu es dans le bouillonnement mental, il faut que tu réussisses tes coups, même plusieurs coups à l'avance. Ben, cette concentration que tu développes positivement, là tu vas la faire négativement. Tu vas te concentrer tout autant pour tenir ta vacuité, ton shunyata. Et ça, c'est le dhyana qui te le tient, c'est une concentration exacerbée. Mais il ne faut pas que ce soit désagréable, il ne faut pas rentrer dans des trucs un peu bizarres. Déjà, ta méthode, je ne la connais pas, je ne sais pas c'est quoi. Alors, il y a Lolo Marquez qui demande « Lors des méditations, j'ai tendance à perdre la posture bien droite de mon dos après un certain moment. Est-ce rédhibitoire pour faire une montée de Kundalini ?» Alors, je vais t'expliquer, Lolo. Quand tu rentres à 6 Hz, donc en phase luminique, tu vas rentrer en catalepsie et ton corps, tu ne vas même plus y faire attention pratiquement. Il faut même un peu lutter contre la catalepsie pour ne pas raidir tes muscles maxillaires, massétaires. Il faudra que tu fasses un peu attention à te décontracter parce que ce qui se passe en dessous de 6 Hz, il y a un processus psychophysiologique qui s'engage, qui dépasse ton entendement, ça se fait automatiquement comme une hypothermie. Donc quand tu vas rentrer en phase pré-cataleptique, après tu vas rentrer en phase cataleptique, et là, tu verras que tu n'auras plus de soucis de te dire je me voûte ou je ne me voûte pas, tu seras bien maintenu, je te garantis. Hein. Alors, il y a Calef qui demande « Est-ce que les communautés, les groupes religieux ou autres ont une merkaba qui soutient leur homogénéité ?» Bah, il y a, si tu es musulman, par rapport à ton prénom, ouais, il y a les cheikhs dans les voies soufis, ismaélites ou dans les voies ésotériques qui maîtrisent le batin. Donc tu sais que les sunnites, ils ne maîtrisent que le zahir, la lecture de surface. Donc si tu t'intéresses à ça, oui, il y a toujours un cheikh. Tu te rapproches d'un cheikh et lui, il a activé pleinement son véhicule céleste. Ça s'appelle dans l'islam le Rub el-Izb. C'est symbolisé par 2 carrés interfusionnés. Donc un cheikh a activé son Rub el-Izb et il sait le processus, donc il prend un disciple et il le conduit dans le Baradat Allah, l'essence océanique de Dieu. Donc tu te rapproches d'un cheikh si tu connais une mosquée où on professe le soufisme ou la voie ismaélite ou des voies ésotériques qui maîtrisent le batin, pas le zahir. Donc tu n'iras pas dans une mosquée traditionnelle, tu iras dans une mosquée où on enseigne le Coran ésotérique.
Alors il y a Xavier qui demande, les patchs du profourtillant peuvent-ils aider la vibration des cristaux d'apatite de la glande pinéale? J'ai pas compris, pardon. Les patchs, Les patchs, les patchs du profourtillant, professeur Fortier, Fourtillant, peuvent-ils peuvent-ils aider la Je vibration sais des pas, cristaux? je sais même pas, c'est quoi ces patchs? Je peux pas te dire, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a des microcristaux d'apatite dans la glande pinéale, ils sont noyés dans le liquide céphalorachidien. C'est cette bouillie organique qui nous permet de modéliser l'univers éthérique et l'univers tachyonique. Hein? Brahman. Le Brahman, on peut appeler le Brahman, l'Antéversus, le Tao-Té, il y a 1001 noms pour dire le royaume de la force vive consciente. Une question de Lilou. Pour toi, pardon, je perds ma voix. Ben pause, Où elle est? ben pause, je t'entends. Hein. Alors, comment arrives-tu à la vacuité et en même temps arriver à décrire aussi précisément le phénomène supraconscient? Ah, c'est que tu n'as pas regardé mes vidéos. Ça, Je c'est viens de Brahman. l'expliquer il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que la vacuité, on ne la tient que jusqu'à 6 Hz. Et après, à 6 Hz, ça se met en place automatiquement. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Tu rentres en expansion de conscience. Là, tu es en conscience exacerbée. Tu passes en supraconscience. Donc, la vacuité, c'est pour t'aider à arriver à ce que les juifs kabbalistes appellent Tiferet. Quand tu arrives en dessous de 6 Hz, tu maintiens ta vacuité, et à un moment donné, tu vas passer en bascule, c'est quand il arrive la catalepsie, et là, tu passes en expansion de conscience, c'est l'inverse. En fait, ça va faire ça, c'est vacuité, c'est elle descend, puis à un moment donné, oups, ça va se rencontrer à mi-chemin, et là, tu passes en expansion de conscience. En dessous de 6 Hz, bon, bien entendu, à 1 Hz, en samadhi, tu es en conscience maximum, ton expansion de conscience est pleinement activée. Tu as activé ta pierre philosophale, ton 4e creuset, ce que les taoïstes appellent le zenzu. Ne crois pas que tu restes en vacuité jusqu'à 1 Hz. Tu restes en vacuité jusqu'à 6 Hz. Après, tu laisses faire le processus. Pour toi, que se passe-t-il énergiquement quand les pèlerins tournent autour de la Mecque? Demande Lilou. C'est juste la Kaaba symbolise un cube métatronique. Donc, tourner autour symbolise la contre-rotation du véhicule céleste. Voilà, c'est très ésotérique. Alors la Kaaba, ça vient de 2 mots qui remontent à l'Égypte ancienne, c'est le Ka et le Ba, donc l'âme et l'esprit. Et Kaaba, ça forme un cube parce que le Ka et le Ba sont 2 singularités qui projettent hauteur, longueur, largeur, ça fait des tétraèdres. Et quand on interfusionne 2 tétraèdres, on obtient un octangle étoilé. Et quand on relie les 8 sommets de l'octangle étoilé, on obtient un cube métatronique ou un cube merkabique. Donc, comme les Égyptiens anciens ont détecté, cartographié le phénomène il y a 5000 ans, plus de 5000 ans, après ça a transmigré dans la Kabbale juive, dans le soufisme, et c'est pour ça que les cultes pré-islamiques, parce que la Kaaba n'est pas musulmane, elle n'est pas coranique, elle n'est pas islamique. La Kaaba est une structure pré-islamique. Elle était là bien avant. C'était dédié à Laouzat, Manat, Aloudzat et je ne sais plus comment ça s'appelle, les trois démons succubes. C'était dédié à 3 djinns femelles. Alors Jean-Christophe qui te demande, The Fountain de Aronofsky est une métaphore de moksha Ouais. ou de l'enstase mystique? Ouais. The Fountain avec Hugh Jackman. En fait, c'est une métaphore du samsara, du cycle perpétuel des réincarnations, qui est traité dans toutes les voies à haute intensité spirituelle. Alors, il y a une question de Changeons le monde à nouveau. L'auteur de Sapiens dit que tout est algorithme dans l'univers. Raisonnement pertinent avec... J'ai pas compris le début. L'auteur de Sapiens dit que tout est algorithme dans l'univers. Raisonnement pertinent avec la géométrie sacrée, le nombre d'or, etc. Dirais-tu que la conscience K plus bas est aussi un algorithme? Tout est mathématique dans l'univers. Si tu t'en es pas aperçu, tout est mathématique. L'émanation de la substance divine est un architecte. Tout est mathématique, tout est bâti sur phi et sur pi. Tout est mathématique. Il y a Najim qui demande, Nicolas Fraisse, qui fait des expérimentations des états de conscience modifiés, a dit qu'il entendait parfois des voix. Est-ce hypnagogique ou réel? Non, c'est la clairaudience. Après, attention, Nicolas Fraisse n'a jamais atteint l'enstase mystique. Moi, j'ai lu ses témoignages. Il bloque dans le canal pranique, c'est-à-dire il avoisine les 6 Hz. C'est quelqu'un qui n'est jamais descendu en dessous de Da'at, il n'a jamais décrit la mort symbolique de Da'at, il n'a jamais décrit l'enstase mystique, et il ignore totalement l'existence de l'univers tachyonique. Il bloque dans le monde éthérique, entre
9 Hz et 4 Hz à peu près. Il est bloqué dans le canal pranique. Il s'est accéléré, il s'est activé son véhicule céleste, il s'est accéléré sur le véhicule, la phase d'accélération luminique dans le canal pranique, c'est tout. Il reste un petit moment, puis il se réincorpore. Il n'a jamais poussé l'expérience jusqu'au bout. Alors, il y a une question de Majapi qui dit « Où est le graviton ?» Le graviton, il est comme le boson de Higgs, il est comme les hadrons, c'est l'une des facettes de l'émanation de la substance divine, de la force vive consciente. Elle a 1001 facettes. Le graviton, le boson, le neutrinos, tout ça, ce sont des facettes de l'émanation de la substance divine. Il y a Cédric qui demande « As-tu une explication aux rêves récurrents? Est-ce que certains rêves que l'on fait sont des images que des Merkabas veulent nous montrer ?» Oui, ça peut. Ça s'appelle des réminiscences. Oui. Des rêves récurrents. Ouais. Des fois, c'est une Merkaba. Ou ta propre Merkaba, des fois. Ta propre Merkaba qui veut te faire comprendre quelque chose et qui se sert de la phase hypnagogique dans ton rêve, parce qu'on fait des phases hypnagogiques en dormant, et qui se servent de cette phase de rêve, de sommeil de rêve paradoxal, va se servir de ce moment pour te faire comprendre des choses. Après, c'est à toi d'essayer de voir, comme tu ne décris pas ton rêve, est-ce qu'elle veut te faire comprendre quelque chose, ta Merkaba, ou est-ce qu'un autre véhicule céleste avec lequel tu es interconnecté essaye de te faire comprendre quelque chose? C'est à toi de l'interpréter, c'est très subjectif, ça ne s'adresse qu'à toi. Il y a Shimon qui est avec nous. Salut Shimon, Ouais. mon ami. Il nous dit shalom. 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 Alors, j'essaie de... ça, on l'a déjà. Est-ce que prier pour quelqu'un peut avoir un effet sur la réalité de la personne concernée? Demande Benjamin. On rentre encore dans les pensées formes et dans la syntonisation karmique. Donc un supraconscient, oui, il peut créer des égrégores comme ça. Ce que l'on appelle même, tu peux créer des égrégores pour tuer, ce qu'on appelle dans la Kabbale juive le golem, ou qui est présent aussi dans le chamanisme corse, chez les Madzer, où un Madzer ou un chaman corse peut tuer par suffocation un ennemi, il peut lui paralyser le diaphragme. Donc le gars arrête de respirer, il fait une apoplexie, il meurt. Donc on peut envoyer, oui, des pensées formes, négatives ou positives, mais un supraconscient, quelqu'un d'habitué aux états modifiés de conscience, quelqu'un qui est habitué à emprunter le canal pranique, qui connaît le processus. Un humain lambda, il pourra penser du mal toute l'année de son patron, ça ne le fera pas mourir. Alors, il y a Younes qui demande, est-ce qu'on peut lui conseiller des livres? Mais à quel sujet? Des livres, tous les livres attenant aux doctrines à haute intensité spirituelle. Donc si tu vas au taoïsme, c'est le Tao Te Ching, le Yi King, le Li Zi, le Chuang Tzu, la voie de la fleur d'or. Si tu vas dans l'hindouisme, ce sera les Upanishads, la Bhagavad Gita, le Mahabharata. Si tu vas dans le bouddhisme, ce sera les sutras. Si tu vas dans la Kabbale juive, ce sera le Sefer Yetzirah, le Zohar, le Massé Bereshit, le Massé Merkaba, le livre d'Ézéchiel. Si tu vas dans le culte Osiriaque, ce sera le livre des morts, le livre des deux chemins, le livre des pyramides, le livre de l'Amdouat. Voilà, tu fais tes recueils, tout se trouve, tout est dans tout, dans les cultes à haute intensité spirituelle. Et tu verras que tu n'auras qu'à faire des conversions linguistiques entre chaque culte. Ils ont tous décrit le phénomène à l'identique. Pourquoi les anciens Égyptiens, les pharaons, étaient en position allongée dans les pyramides et pas en Padmasana? Demande Dawin. Parce que tu peux, je l'ai dit, alors je vais te dire un aphorisme des sutras. Dans l'un des sutras, Siddhartha Gautama dit « le samadhi n'a pas d'asana ». Alors c'est du sanskrit, samadhi n'a pas d'asana, ça veut dire l'enstase mystique n'a pas de posture particulière. On peut faire une enstase mystique, un samadhi, allongé, assis, accroupi, debout. Le samadhi n'a pas d'asana. Mais moi je déconseille d'être allongé si tu n'es pas aguerri dans cette discipline, parce que tu peux tomber dans l'endormissement, premièrement, ou tu peux avoir un spasme myoclonique, c'est-à-dire tu vas sembler tomber d'un immeuble ou rater une marche. Donc pour les novices, je déconseille de méditer allongé. C'est déconseillé. Maintenant, là, on parle de Shemsuor. On parle de les gens qui utilisaient les champs morphogénétiques pyramidaux, la Khéops, Képhren, Mykérinos. Mykérinos, c'était le Cap Canaveral sous la 4e dynastie. C'était pour projeter la psyché des Shemsuor
vers Orion, vers Sirius ou vers la Douate. Mais tu n'es pas un Shemsuor, tu ne connais pas le processus. Ah oui, alors je passe un petit mot. En attendant, vous êtes 301 personnes sur le chat en direct, donc merci d'être présent. N'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas de... 38%, on va pas faire une heure de plus. Ah, tu peux pas mettre une... Non, il est pris par là. Ah, il est pris là, oui. Oui, on risque de ne pas faire une heure de plus, peut-être. Hein. Ça sera peut-être moins long que prévu. Alors, je vais essayer d'aller aux questions qui sont arrivées maintenant, parce que j'étais à peine à 21h et des brouettes. Donc, vous posez... alors, ne reposez pas 18 millions de fois la même question, parce que après, je ne sais plus si... Enfin, ça se mélange, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, tiens, une question. Je commence par Philippe qui dit, à ton avis, est-ce que Alexandre Astier est supraconscient ? Alexandre Astier, non, mais c'est un initié et un super intuitif. Et puis je l'aime beaucoup, ce garçon. Étienne Klein aussi, toute cette bande-là, je les aime beaucoup, ces garçons. Alors, il y a Sylvain qui demande, les machines ont-elles des creusets et combien ? Non, les machines n'ont pas de creuset. C'est d'ailleurs pour ça que l'intelligence artificielle n'existera jamais. L'homme augmenté existera, d'ailleurs il existe déjà. On pourra créer des hommes augmentés, mais l'intelligence artificielle n'existera pas justement parce que si tu crées un cyborg humanoïde, tu ne pourras jamais lui implanter des creusets éthériques, instinctifs, émotionnels, analytiques et spirituels. Donc tu comprends bien que non, on ne peut pas implanter de creusets dans des machines, tu n'es pas Dieu. Il y a Jordan qui demande, pendant la phase de 49 jours après le décès, les défunts peuvent-ils sentir notre souffrance ? Je vais te le dire, Clément le sait, Alexandra le sait, ça relève du spiritisme, de l'occultisme, je ne réponds pas à ce genre de questions. Voilà. Je ne suis pas spécialisé. Je pourrais y répondre parce que je sais, mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce qu'on m'a boucané. Je ne traite pas ce genre de questions. Est-ce que tu as des avis sur les vaccins de la Covid-19 demande Kevin. Alors oui, mais comme on nous a censuré une vidéo sur laquelle j'évoquais ça, donc je ne m'aventure plus là-dessus parce qu'on se fait censurer. Donc voilà, j'envoie des petits messages sur mon Facebook. Si tu es ami avec moi sur Facebook, tu auras beaucoup plus de réponses parce que je crypte un peu des choses dans mes publications. Mais non, sur YouTube, il ne faut pas s'amuser, on se fait censurer immédiatement. Alors il y a Tchèque qui demande, les êtres qui ne peuvent faire moksha, comme les plantes par exemple, se réincarnent-ils ? Mais qui t'a dit que les plantes ne faisaient pas moksha ? Les plantes ont une évolution de 1 creuset, petit à petit elles passeront à 2 creusets, 3 creusets, comme tous les êtres organiques, c'est des questions de processus universels. Donc, et d'ailleurs, tous les êtres feront moksha tôt ou tard, même si ça prend des milliards d'années. La même personne demande, lorsqu'on est mort, peut-on avoir accès au 5e creuset et comprendre les plans de Dieu ? Non, tu as accès quand tu es mort, le champ de conscience d'un être à 4 creusets. Voilà, point. Et Rida est autre. Je ne sais pas pourquoi les gens cherchent toujours le pompon au-dessus du pompon. Essaye déjà d'atteindre ton 4e creuset, active ton 4e creuset métaphysique, tu verras que c'est le travail d'une vie. Et cesse de penser au creuset divin, c'est hors de portée de notre champ de conscience. Sapiens ne l'envisagera pas avant plusieurs centaines de milliers d'années, voire de millions d'années. Alors il y a Majapi qui demande, que pouvez-vous me dire sur la Alors, je pense que conjecture ou conjoncture de Poincaré résolue par Grégory Perelman. Poincaré, j'aime bien. Après, là, je ne sais pas de qui tu me parles, Perelman, je ne sais pas. Poincaré, j'aime bien parce que c'est un des seuls scientifiques avec, par exemple, Kepler qui a parlé des champs morphogénétiques. Il y a aussi le professeur Luminet qui en parle sur les univers chiffonnés avec les agencements polyédriques. Et j'aime bien ce travail parce que c'est ce que tu vois quand tu es en état de modifier de conscience. Le multivers dans lequel on vit est un agencement de polyèdres. D'ailleurs, c'est par effet Chladni, toujours. On en revient toujours à ces forces électromagnétiques. Quand tu prends un ballon, tu prends un plexiglas de 1 mètre cube, transparent, et tu vas remplir des ballons dedans et tu les presses. Tu verras qu'en se touchant, tous les ballons de baudruche, ils vont former des dodécaèdres, des icosaèdres, ils forment des faces comme ça. C'est ce qui se passe avec les champs électromagnétiques et la gravité dans tous les univers qui sont accolés. On est dans ce qu'on pourrait appeler des cellules un peu comme une ruche. Ça fait penser à un agencement éthérique comme les alvéoles des ruches. Alors, je salue Monsieur Luminet que j'ai en ami sur mon compte Facebook. Ouais, je le salue.
Si d'ici quelques années nous retombons à 1 ou 2 milliards d'humains, où vont aller les autres Merkabah? Alors 3 ou 4 000 fois que je réponds à cette question, elle reste en état semi-léthargique dans l'antéversus, ce que les juifs kabbalistes appellent la gouve, c'est-à-dire le réceptacle d'âme. Donc ne te fais pas de soucis, tu ne seras pas jeté à la poubelle. Alors il y a Terry qui demande, est-ce qu'il y a un lien entre les 49 jours entre la mort et la réincarnation et les 50 jours de la Pentecôte dans la Bible avec les apôtres qui reçoivent l'Esprit Saint? Ouais, c'est pour signifier le cycle de 7 fois 7 jours, 49 jours. C'est détecté dans tous les cultes. Tous les cultes savent que le passage dans l'antéversus est temporaire. C'est pour ça que je ne réponds pas aux histoires de mort, de royaume des morts. Il n'y a pas de royaume des morts. Tous les gens qui sont morts, par exemple depuis 3 ans, ne vous faites pas de soucis pour eux, ils sont réincarnés. Si une personne chère à votre cœur est morte il y a 10 ans, ben, elle est sur la planète et c'est devenu un petit garçon, une petite fille de 10 ans. Et le soleil frappe son visage. Donc arrêtez de me parler du royaume des morts. Alors, tu faisais référence à une note de musique qui avait une signification spéciale. Ouais, le si. Voilà, Si. il me semble, voilà, c'est ce que dit. Il me semble que c'était la note si, mais j'en suis pas certain. C'était par rapport à quoi? Ben, la conflagration de l'univers. Alors, c'est pas un Big Bang. Hein. Voilà, c'est ce qu'il pose. C'est pas un Big Bang. On a vécu un Big Bounce, un grand rebond. C'est-à-dire, comme on est dans un multivers, c'est des bulles qui se créent sur d'autres bulles. Comme ça, l'émanation de la substance divine, la force vive consciente de l'antéversus distille du ki bipolarisé. Et ça crée des conflagrations. Mais on peut pas, c'est pas un Big Bang, on ne peut pas dire que ça part du néant, parce que le Big Bang, il te parle d'une singularité, il n'y avait rien, on va au-delà de l'univers, de l'horizon des événements, non mais il n'y avait rien. On ne peut pas surgir quelque chose de rien. En fait, c'est des Big Bounce, c'est des déversements d'énergie, de cellules, j'en parlais là il y a 1 minute, on est dans un multivers, d'univers en univers, ça se crée comme ça, c'est une conflagration. Et c'était quoi au final la question ? Mais c'était ça, c'était par rapport à quoi que tu Ben, c'est l'antéversus qui faisais distille. référence à la note si. Ah ben voilà, ben quand l'univers est créé, qu'il y a cette conflagration, cette expansion soudaine d'espace-temps, ça crée une vibration. Et cette vibration, que tu entends même dans les acouphènes, ou cette vibration que tu peux même voir sur un écran de télévision qui est éteint, ce brouillage que tu laisses quand que tu ne captes pas une chaîne, c'est un résidu de cette conflagration. Et ben ça fait un si, c'est la note si. Ce piou que tu entends dans l'oreille, c'est la note si. Je fais une petite parenthèse, je vais parler de Patrick Burensteinas, un alchimiste. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, ça s'appelait l'alchimie asiatique. Et j'ai reçu plein de mails de gens qui me disent « Oui, mais Patrick Burensteinas, il ne dit pas pareil que toi. » Alors Patrick Burensteinas, moi je ne le connais pas, j'ai rien contre lui. Je vais même m'adresser à lui, puisqu'il a envoyé un émissaire il y a 2 jours. Patrick, un tailleur de pierre, qui est venu me dire « Oui, mais tu sais, tu parles de l'opératif, du spéculatif. Patrick, il fait la pierre philosophale, il peut te montrer. » Non, Patrick, il ne peut rien me montrer du tout, parce que Patrick, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est un escroc, parce qu'il vend des livres, bon pour moi c'est des romans, c'est distractif, c'est de la distraction, il vend ça à des gens, donc c'est pas un escroc, il va vendre 25 ou 30 balles un livre, c'est un roman. Ça ne mène à rien parce que ce mec n'a jamais créé la pierre philosophale de sa vie, parce qu'il en est incapable, c'est pas un alchimiste spéculatif, c'est un bricoleur du dimanche qui s'amuse à... Alors par contre, là où je trouve que ce mec il pousse le bouchon un peu loin, j'ai une copine asiatique, je ne vais pas la nommer, je ne vais pas dire son nom. Elle est originaire de Metz, elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, et elle travaille au Luxembourg, et elle a assisté à une conférence de Patrick Burensteinas. Et après la conférence, ce mec ouvre une petite bourse solennellement, il avait pris à part, c'est une très jolie femme, l'asiatique que j'évoque, et il lui montre des petites billes d'or qu'il avait fait. Et il dit, regarde, je suis capable de faire de l'or. Alors là, par contre, là, tu es un mythomane. Je n'irai pas non plus jusqu'à dire que tu es un escroc, Patrick Burensteinas, mais là, tu es un mythomane, parce qu'on le sait, on est 3 à savoir que tu es un mythomane. Toi, moi et l'émanation de la substance divine. Tu ne peux pas me mentir à moi, tu ne peux pas mentir à l'émanation de la substance divine, tu n'as jamais généré ta pierre philosophale, parce que tu ne sais même pas ce que c'est, tu ne sais pas ce qu'est l'alcaste,
Tu ne sais pas que c'est des flocons tachyoniques d'émanation de substances divines. Tu ne sais pas que quand ça se coagule au-dessus du crâne, entre l'occiput et l'os pariétal, il y a cette sphère d'Alcaste, ce qu'on appelle, les médiévaux appelaient la pierre philosophale, ce que les taoïstes appellent le Zenzu, la perle du dragon, ce que les taoïstes appellent le Sahasrara. C'est cette pierre, cette singularité éthérique, tu ne l'as jamais créée. Donc ne m'invite pas par l'entremise de gens qui me disent il va te montrer ce qu'est la pierre philosophale, tu en es incapable. Tu es pour moi un mythomane. Voilà. Je te dis, je ne vais pas jusqu'à te traiter d'escroc parce que tu fais des livres, c'est des distractions, tu les vends, tu tombes sur des gens naïfs qui commettent la stupidité d'acheter tes livres. Donc je sais très bien que tu n'as jamais créé sur une voie opérative une pierre philosophale dans des creusets, parce que tu ne sais même pas ce qu'est un creuset. Donc tu regardes ma vidéo sur l'alchimie asiatique où je fais des parallèles, des correspondances mystiques avec les correspondances linguistiques où je dévoile ce qu'est réellement la sphère d'Alcaste, la pierre philosophale, et tu verras que t'es pas bon, t'es pas un alchimiste, tu es rien du tout, t'es un romancier, voilà, moi je t'appelle le romancier. Parce que je t'appelle les gens comme toi, je les appelle les Cagliostro de l'alchimie. Tu vois, Joseph Balsamo, les aventuriers il écumait les cours européennes, le mec, il se faisait passer pour un alchimiste et il vendait à prix d'or des recettes. Alors il tombait sur des nobles, des crédules, des gens qui lui achetaient pour fabriquer de l'or. Et puis dès qu'il avait vendu ses formules, il foutait le camp, il changeait de capitale. Il avait fait Vienne, Paris, Madrid, il est allé un peu partout. Ben, c'est un peu un Balsamo, c'est un Cagliostro, c'est un peu un aventurier de l'alchimie. Parce que moi je te propose un truc, Patrick Burensteinas. Regarde. Je te paye l'aller-retour. Tu habites je ne sais pas où, je te paye le TGV en première classe, l'avion. Je fais venir un huissier, je fais un constat d'huissier si tu arrives à me créer une pierre philosophale et surtout à faire une syntonisation karmique parce que tu ne sais pas, en fait, tu ne connais ni la nature de la pierre philosophale et tu ne connais pas non plus sa fonction, ses pouvoirs. Donc si tu arrives à me créer la pierre philosophale, tout à mes frais, le constat d'huissier, aller-retour. Si tu n'y arrives pas, avec huissier à l'appui, tu me rembourses tous les frais engagés. Voilà, je ne peux pas mieux te dire. Et tu verras que ce défi que je te lance, moi je suis un homme de parole. Si tu acceptes, tu trouveras mes coordonnées facilement. Tu vas sur le Facebook de mon ami Clément qui tient la chaîne. Il te donnera mes coordonnées. Et puis je te paye tous les frais, l'hôtel, je te paye tout. On verra si tu arrives à me créer. Et si tu feras comme ma copine, parce que ma copine, il est allé la voir après la conférence. Elle est jolie, tu sais, il l'a approché, il lui montre des petites billes en or. Il lui dit, regarde, je suis un alchimiste. T'es un mythomane, c'est tout, mon ami. Pour faire des petites billes d'or, il faut un chalumeau, un poste coccinelle, acétylène, oxygène, 1080 degrés, c'est la température de fusion. Tu prends des vieux bouts de bague, tu les fais chauffer, tu les fais fondre, tu mets du borax, du sodium, c'est un flux, on appelle ça chez les soudeurs, chez les orfèvres, c'est pour fluidifier l'or. Et ensuite, tu prends de l'huile et tu le verses goutte à goutte dans un baril d'huile. Quand le plomb fondu va rentrer en contact avec l'huile, il va faire des petites billes, des petites gouttes. Et avec un aspect un peu sablé, ça fait un peu, tu sais, on dirait qu'on l'a trouvé par terre. Et puis ça, c'est facile de le montrer à des gens crédules. Non, t'es un mythomane, voilà, t'es un mythomane, mais de Ligue 1, hein, de première division, hein, pour faire gober des conneries comme ça aux gens. Hein. Donc non. Par contre, puisque tu m'as envoyé un mec là avant-hier en disant, dis-lui qu'il se rapproche de moi, je lui ferai voir ce qu'est la pierre philosophale, je vais te dire non, tu me feras pas voir à moi ce qu'est la pierre philosophale. Un jour, moi, si tu écoutes mes vidéos avec attention, tu sauras ce qu'est réellement la pierre philosophale, mais tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau parce que les mythomanes comme toi n'ont pas l'esprit et l'âme assez purs pour franchir le rideau infrascopique. Tu n'arriveras jamais à créer ta sphère d'Alcaste. Les gens comme toi n'y parviennent jamais. Tu parviendras, mais dans plusieurs incarnations, pas dans celle-là, je te le garantis. Voilà. Voilà, c'est le défi est lancé. Hein. Tu sais, nous, maintenant, nos lives, ils font à peu près 10K, 10 000 personnes. Je suis sûr que sur les 10 000 personnes, il y en a un qui va te relayer mon invitation. Alors, une question. On est à combien de pourcents hein? On était à 24%, donc à 22%. Alors, comment le trilithon de Baalbek a-t-il été déplacé? Ben, toutes les pierres, même pas que là tu me parles de l'obélisque de Baalbek, mais pas que. Hein. Il y a des mastabas dans la grande pyramide, des blocs de 100 tonnes, 120 tonnes en granit. Donc un peu partout dans le monde, il y a des murs cyclopéens qui ont été montés avec des grosses pierres. Ben, tout simplement, depuis le
paléolithique supérieur, une période comprise entre le paléolithique supérieur et le néolithique. Les humains ont fait preuve de beaucoup d'astuces, avec des leviers, des contrepoids, avec du sable, en mettant par exemple, je te donne un exemple, en mettant un tas de sable de 4 mètres de haut avec une pente douce, ben, tu tires un bloc, il reste en haut, puis tu creuses, puis tu mets des blocs en dessous, comme faisait par exemple, c'était la technique avec de la terre utilisée dans les cromlechs. Donc une fois que tu as le truc, qu'on te fait voir comment ça fonctionne en archéologie expérimentale, parce qu'il y a des gens très sérieux, des archéologues un peu partout dans le monde, qui refont des expériences comme ça en vrai, avec des blocs très lourds, et puis tu verras qu'en fait, quand tu as les astuces, quand tu comprends comment c'est fait, ben, c'est juste après de l'huile de coude, de la force et du temps. Parce que des fois, pour déplacer un bloc, ça prend 3 mois. Alors que maintenant, avec des engins de levage de fort tonnage, on prend un après-midi pour déplacer des blocs. Ben à l'époque, c'était juste, ils avaient du temps et ça prenait 3 mois. Et avec 60 bonhommes qui tirent des cordes en chanvre, sur des dénivelés, en terre et tout, il suffit de déblayer, de mettre après des linteaux, de mettre un menhir. C'est une grosse pierre posée sur 2 colonnes. Ben, va sur les sites d'archéologie expérimentale et tu verras comment ils faisaient. Il y a un gars qui s'amuse à faire avec des blocs de 600-700 kg, il monte jusqu'à 1,5 tonnes. Il s'amuse à montrer comment il déplace un bloc avec des pierres et des contrepoids. Il met des coins, il tape avec des pierres, hein, c'est-à-dire il utilise des outils du néolithique. Hein. Quand il a déplacé le coin, qu'il a fait un petit écart, il met une petite pierre dure en silex par exemple. Et là il commence après à faire bouger. Quand il a placé une pierre assez grosse dessous, il arrive à basculer des blocs de 1 tonne. Le mec, il est tout seul, avec huissier à l'appui, archéologue à l'appui. Hein. Donc, quand on a de l'astuce, du temps et qu'on a envie de déplacer un bloc, ben, on y arrive. Hein. Justement, la même personne, donc Majapi, demande le mercure est un métal anti-gravité. Tu peux confirmer? Non, c'est faux ça. Voilà. C'est un des métaux les plus soumis à la gravité. Et il est dense, c'est très dense. Tu remplis une bouteille de mercure, essaye de la soulever, tu vas voir, ça va te faire bizarre. Il y a Cédric qui demande est-ce que les êtres à 5 creusets comme les planètes ont une vie sociale entre planètes? Oui, elles sont interconnectées. C'est d'ailleurs ce qui les empêche de faire moksha. Parce que tu te dis, le but quand tu fais samadhi, l'émanation de la substance divine te fait comprendre que le but ultime, c'est de revenir à la source, d'aller diluer tes creusets, ta psyché, dans la source, dans le royaume de l'émanation de la substance divine, dans l'antéversus, dans le Brahman, dans le Tao Te, tu l'appelles comme tu veux. Et là, tu te dis, mais mince, alors, pratiquement, les êtres à 5 creusés dans l'univers, ils ont raté le coup, ils n'y arrivent pas à faire moksha. Ben, c'est ça qui se passe, c'est le tsana. C'est l'interconnexion, c'est une forme d'amour, c'est une forme d'attachement avec les autres êtres comme eux, à 5 creusets, sont interconnectés, tout est interconnecté dans l'univers. D'ailleurs, je le dis souvent dans les vidéos, tous nos véhicules célestes sont interconnectés. Des fois, quand tu as des synchronicités ou que tu penses à la même chose qu'une personne, ou que vous redites les choses en même temps, c'est juste une interconnexion merkabique. Je vais à la fin. Quel est le lien de la Terre avec nous? Demande Yasmine. Ben, c'est notre maman, c'est Gaïa, c'est notre maman. S'il n'y avait pas la Terre, si la Terre ne t'avait pas prêté des chaînes carbonées, du zinc, du calcium, tout ce qui la compose, si elle ne t'en avait pas prêté pour créer avec la Merkaba ton entité organique, tu n'existerais pas. Gaïa, c'est ta maman. Que gère concrètement le creuset émotionnel? Les émotions. Le creuset émotionnel, c'est dans le thorax, c'est le deuxième creuset. C'est Anahata, le chakra Anahata, c'est les émotions. Les émotions qui peuvent être négatives. Hein. Anahata gère aussi des émotions. On peut avoir une émotion de répulsion pour quelqu'un, on peut avoir une émotion d'attirance. Les émotions, il y a un avers et un revers. Oui, dans 10 minutes, le live sera terminé. Oui, on est à 17% de batterie. Et on ne peut pas parce que c'est relié. C'est relié à la prise. Ouais. Oh, on arrêtera une demi-heure avant que le moment prévu. Quelle est la capacité d'action pendant l'instase? C'est-à-dire? Ben, je ne sais pas. Quelle est la capacité d'action pendant l'instase? Je ne sais pas ce que tu veux dire là, mon ami. Reformule, parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire.
Alors, il y a des questions, je les passe volontairement. Il y a quelqu'un qui a fait référence, je n'ai plus le nom, mais je le remercie, qui dit effectivement, regardez les vidéos, regardez, parce qu'effectivement, les questions sont souvent posées lors des lives. Ah ben là, donc, oui, là, vous m'avez posé voilà, il y a une des- série de questions oui. auxquelles j'ai répondu, mais vraiment des dizaines de fois. Hein. Alors, il y a des fois, je m'en souviens, des fois, je ne m'en souviens pas, donc je les réévoque, mais des fois, je les passe volontairement, donc ça ne sert à rien de me les répéter 20 fois. Majapi, Oui. comment expliquez-vous l'expérience des fentes de Young? Ah ben à cause des tachyons, l'univers est tachyonique, l'univers est semi-pixelisé. Donc un tachyon, le propre d'un tachyon, c'est d'être partout et nulle part à la fois. Un tachyon, comme il évolue dans le temps, il peut remonter dans le temps, ben, il précède sa propre présence à un endroit. Un tachyon, en fait, il est partout et nulle part. Donc c'est normal. Ce que les physiciens appellent le quantique, c'est juste la manifestation de l'univers tachyonique. L'univers tachyonique précède à sa propre existence, il précède à sa propre naissance. Le propre d'un tachyon, c'est de se recréer. C'est un ouroboros, il repart dans le temps, il se recrée indéfiniment. Le tachyon est incréé. Donc le tachyon, comme il se recrée indéfiniment, qui maîtrise le temps, à un instant T, il peut être là, puis il se repart dans le temps, puis il peut être un peu plus loin, etc. Le tachyon est tout puissant dans notre réalité. En maîtrisant le temps, cette émanation, cette substance émanante, elle est divine à cause de ça. C'est Dieu. Moi, je n'utilise jamais le mot Dieu, je parle d'émanation de la substance divine. Mais cette émanation de la substance divine, par nature, elle est tachyonique. Alors, il y a une question de Sabrina qui dit « Comment on sait à combien de hertz nous sommes ?» Elle utilise l'arbre séphirotique. C'est un gradient de Hertz. De 11 Hertz, Malkout jusqu'à Keter, 1 Hertz. Donc tu prends la colonne centrale, c'est celle qui nous intéresse parce qu'elle est neutre. C'est une sublimation entre les deux polarités. Donc quand tu seras à 11 Hertz, à Malkout, tu rentreras en hypnagogie. Donc Malkout décrit un royaume éthérique. C'est tes propres chimères autogénérées par ton système limbique. Quand tu vas arriver à 9 Hertz, Yesod, là tu vas être en phase céleste intermédiaire. Tu vas rentrer dans le canal pranique, mais tu auras encore des chimères hypnagogiques qui vont polluer tes visualisations. Quand tu arriveras à Tiferet, à 6 Hertz, là tu seras dans le canal pranique complètement dépollué des chimères hypnagogiques. Et quand tu arriveras à Da, tu vas vivre ta mort symbolique. Et quand tu arriveras à Keter, tu vas vivre ton anstase mystique. Il n'y a rien de mieux que l'arbre séphirotique pour te familiariser avec les gradients de cette expérience. Cette expérience, elle a été cartographiée par tous les peuples. Alors, la dernière question, je pense, ou l'avant-dernière, on va voir par rapport à ce qui reste. Connais-tu des organisations alchimistes non patriarcales pour les femmes hypra- et supraconscientes demande Giovanna. Non. 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 Voilà. Non, Elle non, était courte, celle-là. des dames existent comme ça sur la planète. Essentiellement, elles sont dans des centres névralgiques comme à Manhattan ou dans des grandes villes un peu où il y a du pouvoir qui s'exerce. Leur surnom, c'est les femmes serpents. Elles sont à la fois hyperconscientes et supraconscientes. Il y en a très peu en plus sur la planète. Elles vivent en comité restreint comme des sœurs. Elles ont monté une confraternité, mais non, personne ne sait comment les approcher. Puis elles sont très dangereuses. Il vaut mieux pas d'abord les approcher. Il y a quelqu'un qui nous écoute de Nouméa, il est 8h20 là-bas. Par contre, donc, si tu penses que tu es une bonjour. femme comme ça, tu n'as pas besoin de les approcher, elles t'approcheront. C'est elles qui viendront à toi. Si tu penses être à la fois supraconsciente et hyperconsciente, si tu as développé des facultés, si tu fais des effets poltergeist quand tu médites, que tu t'aperçois qu'il se passe des choses dans la pièce, que tu casses des vitres, que tu fends des murs ou que tu fais brûler des appareils électriques, il se peut que tu rentres vraiment dans les siddhis, dans les facultés supranormales. Alors, tu seras ou supraconsciente ou hyperconsciente, et si tu développes les deux facultés, tu seras une femme serpent. À partir de la femme serpent, c'est lié à la Kundalini, au Nachash kabbalistique, c'est lié au serpent du canal médulaire. Donc si tu penses que tu es comme ça, tu n'auras rien à faire. Ce sont ces confraternités de femmes qui s'approcheront de toi, elles te détecteront. Ah, il faut que je dise au revoir parce que sinon ça va vous couper, directement. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Nous avons passé une bonne heure 30 en votre compagnie. La prochaine fois, on se débrouillera, parce que Clément, je suppose Oui. qu'il n'a pas chargé sa batterie. Non, ou je sais non, c'est pas pas ça. C'est parce que elle était à 99%, mais On essaiera de le rester système, minimum 2 heures, 2 heures et demie, parce que c'est vrai que c'est court là. le système est branché sur le chargeur de téléphone. Donc Et on peut d'habitude, pas tu en fais mettre comment? deux. Parce que d'habitude, ça tire. J'attends le mixage et tout, mais là c'est fait pour ça, c'est normalement. C'est le système qui est différent. Ben, là, moi, je pense que ce système, tu ne dois plus l'adopter. Ce
tes bricolages de dernière minute, oublie, fais comme tu sais faire d'habitude, parce qu'à chaque Ah. fois. Je vous rassure, c'est pas du bricolage, c'est du matériel de professionnel. Mais voilà, l'embout pour brancher ce matériel de professionnel, c'est le même embout que pour le chargeur de Ben, je téléphone. pense que malgré Donc, la technologie de cet petit ouais. appareil, tu devrais refaire à l'ancienne avec Ouais, la table on de le fera avec mixage. la table de mixage. Parce que c'est quand même par respect de me donner un live au moins de 2 heures, 2h30 minimum. Allez, 2 heures. Eh oui. 1h30, c'est très court. Ouais, mais voilà, on a travaillé, on a enregistré, donc voilà, désolé. On vous remercie en tout cas, vous avez été au top encore une fois. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci Voilà. Alexandra, merci Clément, merci voilà. à vous, merci Voilà. tout le monde. Bonne fin de soirée et À bientôt. Bonjour le Québec, Nouméa, enfin tous les pays qui nous ont regardés jusqu'à maintenant. Voilà, la Réunion aussi. Et merci beaucoup, bonne fin de soirée. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Merci.